Donc, Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre, je voudrais me réjouir de la continuité de notre travail, puisque j'ai eu la chance d'être dans cet hémicycle quand la loi Guy Geoffroy a été votée, et je suis heureuse aujourd'hui de voir qu'elle a pu trouver une évolution, un bilan et un aboutissement dans cette niche des Républicains. La proposition de loi que j'ai souhaité porter devant vous se veut novatrice puisqu'elle aborde des questions des violences dans leur dimension familiale et intrafamiliale. Et je sais qu'il y a des familles qui attendent et qui nous attendent. Je voudrais commencer par le témoignage d'une mère de famille qui disait « Malgré une condamnation au pénal et au civil pour violence conjugale, mon ex a conservé l'autorité parentale. Il a utilisé notre enfant pour s'acharner sur moi. Il ne respectait pas l'ordonnance de protection et il venait tout le temps en bas de chez nous pour me harceler, me demander de voir son fils, m'insulter. La justice n'a jamais cru qu'il était en danger avec son père. Au contraire, j'ai été accusée de vouloir séparer le père de l'enfant. » Aujourd'hui, c'est 119 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Au moins 59 d'entre elles étaient mères. 3 étaient enceintes, 3, 6 mois, 8 mois. Et 2 ont été tuées avec leurs filles. Elles laissent derrière elles au moins 121 orphelins. 14 enfants ont été témoins des meurtres et 5 ont découvert les corps. Environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré des formes de violences physiques et ou sexuelles. En 2018, 21 enfants ont trouvé la mort dans ce contexte, 82 sont restés orphelins et des milliers d'autres ont été témoins de scènes de violence qui les marqueront à vie. Mais derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d'une souffrance insupportable et inacceptable. Et je crois que le temps est enfin venu de prendre en compte l'incidence des violences sur l'enfant. Trop longtemps, son statut de victime ou de co-victime a été ignoré. Et je vous propose aujourd'hui de le replacer au centre de nos préoccupations après avoir débattu avec la proposition de loi précédente de moyens pour protéger le parent violenté. En ce moment solennel, permettez-moi d'avoir une pensée pour Julie Douib, vraisemblablement assassinée cet été en Corse par son ex-conjoint Bruno Garcia, ainsi que ses enfants et parents. Du fond de sa cellule, cet individu s'oppose à ce que la résidence de ses enfants soit fixée auprès de leurs grands-parents. Il s'oppose aussi aux soins psychologiques et psychiatriques pour ses propres enfants. Tous les jours ou presque, des conjoints violents se servent ainsi des enfants. Tous les jours ou presque, ces derniers sont réduits à des objets transactionnels permettant de maintenir l'emprise perverse du parent violent. Si je veux saluer la décision du président de la République de déclarer l'égalité entre les hommes et les femmes grande cause du quinquennat, ainsi que le lancement par le gouvernement du 3 septembre dernier du Grenelle des violences conjugales auquel j'ai eu l'honneur de participer, je souhaite mettre en garde un certain nombre de mes collègues. Il faut que nous soyons unis sur cette question, approuver sans réserve les mesures qui permettront de protéger les enfants et dire maintenant que la violence, c'est l'arme du faible, le refuge de l'incompétent. Au courage des victimes qui dénoncent leurs bourreaux, à ces enfants qui vivent dans la souffrance physique et psychologique, nous ne pouvons pas répondre par la lâcheté, le silence, la division ou l'inaction. Nous ne pouvons pas répondre « nous verrons plus tard ». Je le dis et nous devons unanimement aujourd'hui le dire à ces victimes, à ces jeunes victimes, vous n'êtes pas seuls. Le combat contre les violences conjugales et pour la protection des enfants nous commande d'agir partout où la dignité, la morale et la loi l'exigent. Nous devons agir sans attendre que de nouvelles annonces soient faites, le temps presse. Et nous connaissons tous ici une grande partie des mesures qu'il faut prendre pour lutter contre ce fléau. N'en doutez pas, il y a urgence sur cette question. Nous n'avons pas le temps d'attendre, pas plus que pour les bracelets électroniques ou les ordonnances de protection. Il y a urgence pour les familles et pour les enfants détruits par ces violences. Mes chers collègues, je ne comprendrai pas que l'on ne puisse pas voter l'amélioration de la protection du parent et ne pas voter celle de la protection des enfants. L'une ne peut aller sans l'autre. Nous ne pouvons pas laisser plus longtemps associations, forces de l'ordre, avocats, magistrats pallier seuls les carences de notre législation dans ce domaine. Le travail et le dévouement de ces hommes et femmes forcent l'admiration et le respect. Pourtant, ils se sentent souvent livrés à eux-mêmes par manque de moyens, de temps ou de formation. Notre rôle de législateur doit être de les soutenir et vite avant qu'ils se retrouvent totalement dépassés. Les propositions que j'aurais voulu vous faire et formuler sont le fruit d'une importante réflexion menée depuis mes précédentes législatures. J'ai souhaité faire évoluer le contenu de cette proposition initiale par pragmatisme et grâce aux échanges très riches que j'ai eus avec de nombreuses personnes que j'ai auditionnées au cours de mes dernières semaines. Et je tiens à remercier
l'aide que m'a apportée l'Assemblée nationale et les administrateurs dans ce domaine, ainsi que mes collègues. Je voudrais souligner le travail que j'ai conduit avec les avocats, comme maître Nathalie Tomasini, très engagée, la chancellerie, qui m'a reçue à de nombreuses reprises, en disant que ce qui était beau parce que c'était inutile, mais j'espère que ce soir ce sera utile. Des magistrats, comme par exemple le juge des enfants Édouard Durand, que je veux saluer, Luc Frémiot ou encore François Molins. Des personnalités comme Françoise Laborde, qui a écrit un livre sur la souffrance des enfants, et Eva Darlan, qui a été citée ce matin, mais qui a énormément travaillé sur cette question. Des associations comme Women Safe ou la Fédération Solidarité Femmes, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, le Centre Hubertine Auclair qui a réalisé un travail exceptionnel, des policiers, de nombreux parlementaires de tous bords politiques que je tiens à remercier de leur soutien constant. Les modifications que je vais vous proposer tiennent compte des recommandations de la chancellerie, bien évidemment, et de toutes les personnes auditionnées ces dernières semaines. Rapidement, les articles 1 et 2 de cette proposition ont pour but de définir les formes que peuvent revêtir les violences intrafamiliales, quelle que soit leur nature, physique, psychologique, sexuelle ou économique. Cette proposition a été qualifiée parfois d'inutile ou de superflue. Elle ne l'est pas. Je vous le rappelle qu'il s'agit en premier lieu d'une demande insistante des associations. Elle ne fait d'ailleurs que traduire dans notre droit interne la définition retenue par la Convention d'Istanbul et ratifiée par la France en 2014. Comment se fait-il, par exemple, que la notion de violence économique ne soit pas retenue par le Code pénal alors qu'aujourd'hui des personnes sont empêchées de travailler ou se retrouvent spoliées par leur conjoint ou elles sont isolées ? Pourquoi la définition de ces violences n'est-elle toujours pas étendue à celles commises sur Internet ou par tout moyen de communication électronique, alors que nous nous sommes prononcés ici même sur dans une loi dans ce domaine ? Je crois profondément que pour combattre résolument ces violences, il faut avant toute chose être capable de les nommer. Je rappelle que Guy Geoffroy avait nommé les violences psychologiques dans son texte en 2010. Ensuite, je ne m'attarderai pas sur l'article 4 qui avait pour but de faire face au caractère souvent réitéré des faits commis dans le cercle conjugal ou intrafamilial. J'admets volontiers que l'extension du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes n'était probablement pas le vecteur adapté. Mais les auditions que j'ai menées ont surtout mis en lumière l'insuffisance prise en considération par la police, la gendarmerie des mains courantes et plaintes déposées par les victimes de violences. On a eu ce débat, mais trop vite. Et c'est pourquoi le statut de la main courante doit évoluer. J'espère que le Grenelle lui permettra de le faire. Je formule le vœu qu'une existence juridique soit donnée au registre des mains courantes pour les violences intrafamiliales et qu'un fichier central des mains courantes soit mis en place. À défaut, il faudra faire en sorte que la main courante soit abandonnée au profit exclusif des plaintes en cas de violence intrafamiliale. Enfin, pour terminer, j'insisterai bien sûr sur l'article 3 et ses amendements que je défendrai, peut-être un jour, au sujet de l'autorité parentale qui constitue le cœur de ma proposition de loi. Il est en effet nécessaire de protéger aussi bien les enfants que leurs mères en réformant notre législation en matière d'autorité parentale, en cessant d'opérer une scission artificielle entre le conjoint et le père quand il s'agit du même homme. Ces mots ne sont pas les miens. Ce sont ceux du Premier ministre, prononcés en ouverture du Grenelle sur les violences conjugales. J'y souscris pleinement et je vous propose de les concrétiser dans notre droit. Pour cela, il faut que l'intérêt de l'enfant puisse justifier une mise à l'abri, une protection immédiate vis-à-vis du parent violent. Non, le conjoint violent n'est pas un bon parent. Nous savons que les processus d'emprise que développent ces personnes, l'enfant n'est pas victime lui-même directement, il est instrumentalisé et objet de pression de la part de l'autre parent. Il est déchiré entre un conflit de loyauté et un conflit de protection. Les conséquences, notamment psychologiques, de ces agissements sont catastrophiques sur le long terme pour ces enfants. Comme le Premier ministre, comme vous, je l'espère, je considère que tout parent violent est un parent dangereux et qu'il n'y a pas de protection possible contre les violences de ce type sans traitement adapté de la parentalité et de la coparentalité. Je vous proposerai, un jour sans doute, de faire du retrait de l'autorité parentale par le juge civil en cas de condamnation pénale du parent le principe et son maintien l'exception, tout en maintenant bien évidemment la latitude nécessaire au juge. Je vous précise d'ailleurs qu'hier soir, lors de la réunion de la délégation aux droits des femmes, nous auditionnions des médecins et des sages-femmes. À l'unanimité, ces professionnels de santé ont demandé aux députés de soutenir cette mesure. Ils se sont même exprimés spontanément pour cette mesure, disant qu'il c'était impératif et ils ont même souligné l'urgence à mettre en place ces mesures. Enfin, au-delà d'un amendement essentiel et très attendu, qui consistera à consacrer un véritable statut de covictime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial. Ceci me semble impératif.
Pour conclure, je souhaite saluer la responsabilité de mon groupe politique qui a fait le choix de manière totalement inédite de consacrer à ce sujet la totalité de l'ordre du jour de cette journée. Mais au-delà de mon groupe politique, je veux remercier l'ensemble des députés qui ont été à mes côtés pour protéger les plus faibles. Je voudrais remercier mes collègues sur tous ces bancs, surtout les oppositions, qui ont courageusement soutenu les amendements pendant l'examen en commission, qui se sont spontanément tournés vers moi pendant cette semaine, qui ont participé, comme mon collègue Stéphane Peu, à la conférence de presse que j'avais organisée à l'Assemblée nationale, et qui ont enrichi le texte ou qui ont déposé des amendements identiques aux miens. J'espère qu'ils serviront un jour à l'Assemblée nationale. Je souligne encore ce qui s'est passé en 2010. Je suis heureuse de voir que le gouvernement s'en est inspiré aujourd'hui à la fois pour améliorer ce texte, mais pour le Grenelle. Et je voudrais, mes chers collègues, que ce 10 octobre ne reste pas la journée des Républicains, mais qu'on arrive à élargir notre réflexion, que ce soit celle de la représentation nationale qui s'est mobilisée pour lutter concrètement et efficacement contre les violences intrafamiliales. Des personnalités ont marqué l'histoire de notre Assemblée. Je pense à Simone Veil avec l'IVG, à Jacqueline Taupe-Paternotte pour la libération de la femme, à Gisèle Halimi pour la dépénalisation de l'homosexualité, à Germaine Poinceau-Chapuis pour les plus démunis. Je ne dis pas ça simplement parce qu'elle était marseillaise, mais c'est la première femme ministre d'État. Et c'est sur ces sujets-là, surtout, qu'elle a fait avancer vraiment les Français. Et c'est en pensant à leur combat que je vous demande, mes chers collègues, de ne pas rater le rendez-vous dans les violences conjugales, le rendez-vous des enfants. Et je crois qu'il est important aujourd'hui, sur cette question si essentielle, de ne pas les oublier et d'apporter des réponses à ce fléau que représente la souffrance des enfants au sein des foyers ou victimes de violences conjugales. Je voudrais simplement vous dire, pour conclure, de nous unir pour ces familles qui nous attendent, ces familles qui nous obligent. J'espère que même si nous ne pourrons pas examiner ce texte aujourd'hui, de toute façon, que le sort des enfants ne sera pas oublié dans le Grenelle et que très vite, nous arriverons à des propositions qui vont dans le sens des amendements que nous avons défendus ici sur tous les bancs de cette Assemblée, même s'ils ont été rejetés dans la proposition de loi précédente. Je vous remercie. Merci.